Frédéric Rouillon, bonjour. Vous Bonjour. êtes psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne. Il y a quelques jours, le magazine Science et Avenir révélait l'existence d'une étude menée à Bordeaux établissant un lien entre les benzodiazépines, les tranquillisants, les somnifères, et la maladie d'Alzheimer. Connaissiez-vous l'existence de cette étude? Oui, c'est une étude qui est en cours depuis quelques années, qui a essayé d'établir ce lien et de confirmer un lien qui avait déjà été observé dans des études européennes et internationales précédentes. Que montre cette étude et qu'apporte-t-elle de plus que les études plus anciennes? Cette étude, elle réplique des études anciennes. Il y a eu 3-4 études publiées dans la littérature scientifique internationale sur ce sujet. Et elle vient confirmer qu'il y a un lien statistique entre l'exposition aux benzodiazépines de la population et l'émergence de la maladie d'Alzheimer. On entend par lien statistique ce qu'on appelle dans notre jargon facteur de risque. Ça veut dire que la probabilité d'être concerné par la maladie augmente lorsque on est concerné par tel ou tel facteur. Quel était le protocole? Alors c'est une étude épidémiologique naturalistique, d'observation d'une cohorte de sujets qui avaient, je crois, à l'inclusion plus de 55 ou de 60 ans, et puis on a documenté tout ce qui se passait dans leur existence jusqu'à ce que, éventuellement, chez certains d'entre eux, survienne la maladie d'Alzheimer, et rétrospectivement de voir ce qui s'est passé dans les 10-15 années précédant l'émergence de la maladie pour identifier précisément ces facteurs de risque. Quel est le facteur de risque supplémentaire, justement, quand on prend des benzodiazépines? D'après cette étude, le risque augmente d'environ 30, 40, 50%, parce qu'évidemment, il y a toujours un degré d'incertitude dans l'ensemble de ces études. Alors, ça ne veut pas dire, comme certains l'ont compris dans les patients qui ont lu l'article de Science et Avenir, que la moitié des gens qui ont consommé les benzodiazépines vont devenir Alzheimer. Ça veut dire que si la fréquence de la maladie est de 2%, lorsqu'elle augmente de 50%, elle va passer de 2 à 3%. Donc c'est quand même c'est significatif, c'est inquiétant, mais ce n'est pas non plus extrêmement alarmant comme certains ont voulu le penser. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les patients insomniaques ou dépressifs sont prédisposés à développer un Alzheimer, par exemple? Évidemment, quand on établit un lien statistique, un facteur de risque, ça ne veut pas dire que les benzodiazépines sont la cause de la maladie. Il y a un premier biais dans ces études qu'on appelle le biais protopathique, alors c'est un nom un peu compliqué pour le grand public, mais qui attribue au fond, enfin, qui constate que des patients démarrant une maladie de l'Alzheimer peuvent être un peu anxieux, inquiets de sentir qu'ils ont quelques troubles de la mémoire et avoir recours à des tranquillisants, en l'occurrence des benzodiazépines. Et à ce moment-là, on peut évidemment penser que ce n'est pas les benzodiazépines qui créent l'Alzheimer, mais les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer qui ont amené à une consommation de benzodiazépines, donc ce qu'on appelle le biais protopathique. Alors là, dans cette étude, on peut relativement éliminer ce biais, puisque les prises de tranquillisants sont très antérieures avant l'apparition de la maladie. En revanche, on peut quand même se poser la question du lien direct ou indirect, car il est clair et clairement établi que les gens qui ont des dépressions sont plus à risque de maladie d'Alzheimer. Or, malheureusement, beaucoup de gens qui ont des troubles dépressifs consomment des tranquillisants, alors qu'il serait préférable qu'ils aient recours soit à des psychothérapies, soit à des antidépresseurs. Et à ce moment-là, on peut se demander si ce n'est pas la dépression ou les troubles mentaux pour lesquels les benzodiazépines ont été prescrites qui sont à l'origine de la survenue de la maladie d'Alzheimer. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse concernant ces points-là. On n'a jamais de réponse absolue dans les études épidémiologiques naturalistiques, puisqu'on est dans des hypothèses probabilistes, où on identifie des liens statistiques. Mais pour établir un lien de causalité de manière indiscutable, il faudrait faire un protocole expérimental où on soumettrait, par exemple, des animaux à une prise durable de benzodiazépines pour observer chez certains d'entre eux des lésions dégénératives de type Alzheimer. Alors, je vais encore me faire l'avocat du diable. Oui. La France est championne en consommation de benzodiazépines, notamment en Europe, où elle est parfois double, triple, selon les pays. Mais on n'a pas plus de cas d'Alzheimer en France. C'est très difficile de faire des comparaisons internationales, d'abord parce que les critères de maladie changent, le repérage des troubles varie d'un pays à l'autre, les consommations sont certes beaucoup plus importantes en France que dans les autres pays européens, mais les modalités de distribution des médicaments sont aussi différentes, donc là il y a peut-être un peu plus de gaspillage en France. Et si cette étude a un mérite de rendre les consommateurs français plus raisonnables vis-à-vis de ces produits, ça sera au moins quelque chose qu'on aura gagné dans ce battage médiatique. Y a-t-il quand même des limites à ce genre d'études?
Les limites, elles sont purement méthodologiques et scientifiques, c'est-à-dire la prudence de ne pas conclure abusivement et hâtivement un lien causal lorsque on a établi uniquement une relation statistique. D'ailleurs, cette publication n'est pas encore validée, n'est pas encore Alors validée voilà, par les donc, pairs. comme vous le savez, les résultats d'une étude scientifique, pour être soumis à une revue scientifique internationale, doivent être soumis à un comité de lecture, donc le comité de lecture de la revue à laquelle on propose l'article, qui va éventuellement formuler des critiques, savoir si la méthode est irréprochable, si les résultats sont parfaitement discutés, avant d'accepter la publication du travail. Alors, compte tenu de la qualité des scientifiques qui ont réalisé cette étude, je ne doute pas qu'elle soit un jour publiée dans une grande revue scientifique, mais il faut évidemment attendre un petit peu ces résultats publiés pour qu'on puisse largement les diffuser. Que savait-on des risques liés à la prise de benzodiazépines avant ce genre d'études? On sait que les benzodiazépines, ce sont des médicaments qui donnent des effets secondaires. De toute façon, il n'y a pas de traitement qui soit sans risque. Il faut toujours, quand on fait une prescription, peser les avantages et les inconvénients de toute prise de médicament. Les benzodiazépines, elles sont des médicaments parfaitement efficaces pour traiter l'anxiété et l'insomnie, mais c'est purement symptomatique, ça fait disparaître les symptômes, mais ça ne guérit pas le processus qui est à l'origine de l'insomnie ou de l'anxiété. Et par conséquent, il faut être vigilant parce qu'il y a aussi des inconvénients à cette prise de médicaments. Les patients qui en prennent, notamment au début du traitement, ont une somnolence diurne, ils ont des incoordinations motrices, donc si on conduit une voiture, on peut avoir des accidents, ils ont des petits troubles de la mémoire. Enfin, il y a une kyrielle de petits symptômes qui peuvent être gênants lorsque les gens prennent des benzodiazépines. Et surtout, il y a le risque d'accoutumance avec ces médicaments, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconduit la prescription sur des semaines, voire des mois, le malade devient dépendant de ce médicament et il devient un peu comme un toxicomane vis-à-vis des tranquillisants. Quoi qu'il en soit, en France, la prescription de benzodiazépines est trop importante. Elle est beaucoup trop importante, notamment compte tenu du service médical rendu de ces médicaments, qui est relativement modeste. Autant c'est très efficace, un peu comme l'aspirine pour guérir un mal de tête, autant prendre de manière continue des médicaments est très préjudiciable pour la santé, et ça à court terme, à moyen terme et même à long terme si les résultats de cette étude vis-à-vis de l'Alzheimer sont confirmés. Donc, de toute manière, on a tout intérêt à être très prudent. Et d'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé demandent à ce que les prescriptions ne dépassent pas 4 semaines pour ce qui est des anxiolytiques prescrits comme tranquillisants. Et alors pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne se fait pas parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises de la part des patients, qui sont parfois très exigeants, qui demandent à ce qu'on reconduise, parce que c'est évidemment, lorsqu'on devient dépendant d'un médicament, eh bien, on est un peu comme un drogué, on a besoin d'une reconduction de la prescription, et parce que parfois les médecins ne sont pas assez sensibilisés aux inconvénients de ces médicaments. Et pensez-vous que ce genre d'étude va pouvoir changer les choses? Si cette étude a le mérite de freiner un petit peu les prescriptions, d'alarmer le grand public sur le fait qu'il n'est pas anodin de prendre durablement des benzodiazépines, je crois que ce serait une très bonne chose, oui. Que pensez-vous du traitement médiatique de cette affaire? Je crois que, je ne veux pas dire du mal des journalistes, puisque vous êtes un représentant d'entre eux, mais c'est vrai que parfois il y a un goût du sensationnalisme et du scoop qui fait qu'on va un peu faire pencher la balance vers quelque chose qui va avoir une forte résonance dans le grand public pour augmenter les ventes. Donc, bon, je ne peux pas critiquer évidemment cette démarche, mais c'est vrai que on a peut-être là un peu abusivement alarmé les gens, et notamment des gens qui prenaient d'autres médicaments pour le système nerveux central, et qui ont un peu fait l'amalgame entre les benzodiazépines, qui sont une partie des tranquillisants et des somnifères, et d'autres traitements très utiles, comme les antipsychotiques pour les psychoses, notamment schizophréniques, ou comme les thymorégulateurs pour les troubles bipolaires. Et on a eu beaucoup, nous les médecins, de patients qui nous ont téléphoné en disant « mais je prends tel ou tel produit, est-ce que je ne vais pas développer un Alzheimer ?» Donc on a un peu alarmé des patients qui prenaient raisonnablement des traitements fort utiles pour leur santé. Et c'est peut-être un petit peu un des effets secondaires alors de cette communication médiatique un peu trop bruyante. Frédéric Rouillon, merci.